Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la Liga espagnole qui est plus serrée que jamais et peut-être avec un concurrent plus ou moins inattendu, suivant les formes en tout cas que l'on a suivies en ce début de saison. Mais pour parler de tout ça et de cette guerre entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid qui se profile, je ne serai pas tout seul et je serai en compagnie de Victor du Journal du Real. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Très content d'être avec toi. Après ton passage sur notre chaîne, C'est vrai. je suis très content de pouvoir passer sur la tienne. Et puis voilà, de gros sujets, une course à trois, un peu inattendue. Enfin, quoique l'Atlético a beaucoup investi. Je spoil un peu, je sais pas si c'était un de tes points, mais ils ont quand même beaucoup investi au C'est mercato vrai. estival. Et finalement, on a une très très belle Liga sur ce début de saison. Le Barça d'Hansi Flick, le Real Madrid de Carlo Ancelotti et l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Grosse compète. Ah bah là, surtout que quand tu regardes leur début de saison, globalement, l'Atlético Madrid, ça commençait un petit peu doucement, tu vois, Ligue des Champions, ils avaient subi des grosses défaites à Benfica, grosses défaites à Lille. En Liga, ils avaient un peu du mal à trouver leur repère, on va dire, en termes de football, tu vois, et faire en sorte que leurs recrues, Gallagher, Sorloth, etc., Alvarez, tout ça commence à performer. Mais là, depuis quelques temps, entre la méforme du Barça, entre le Real qui a aussi subi des turbulences mais qui quand même rattrape le Barça petit à petit, mine de rien, à force de parler que du Real et du Barça, on en oubliait presque l'Atlético Madrid, qui finalement, quand tu regardes le classement en Liga, n'est que à 3 points avec un match en moins sur le Barça et à juste un point derrière le Real, quoi. C'est quand même, tu vois, c'est quand même une équipe aujourd'hui sur laquelle il faut compter. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi avec toi, pour que, tu vois, on puisse analyser un petit peu cette course au titre qui s'annonce quand même assez importante. Bah oui, puisque le début de saison de l'Atlético, si je te fais un mini focus sur ça, il est cata. Parce que l'intégration de Julián Alvarez ne se passe pas forcément très bien. Antoine Exactement, Griezmann ouais. aussi ne rentre pas totalement dans sa saison. Tu l'as dit, des grosses défaites. Benfica, en Liga, ça fait des matchs nuls, ça perd des points. Offensivement, ça clique pas. Et défensivement, ça encaisse des buts. Et en fait, il y a, je pense, un tournant avec la victoire face au Paris Saint-Germain, qui depuis, d'ailleurs, ils sont sur 9 victoires de suite, quelque chose comme ça. Et ils sont surtout la meilleure défense de Liga, donc ils ont réussi à fermer un peu le verrou. Par contre, ils ont aussi une adversité beaucoup plus faible, un calendrier avantageux avec des rencontres, mis à part le Paris Saint-Germain, avec des rencontres très abordables en LDC, des rencontres abordables en Liga. Mais ce qui change des années précédentes, c'est que l'Atlético ne perd pas de points C'est vrai. sur ce genre de rencontres, ce qui font qu'ils sont encore dans la course. Après, le gros problème des Colchoneros ces dernières années, c'est qu'ils craquent souvent sur le troisième quart de la saison. Donc, juste avant le dernier quart, C'est et vrai. après, en fait, dans le dernier quart, ils sont trop loin pour revenir et espérer même sur un bon petit rush. Mais là, cette fois-ci, ils y sont, et ouais, c'est pas mal. Déjà, ils ont fait match nul contre le Real. Il y a un gros choc face au Barça qui arrive, qui va être un bon indicateur pour la suite. Même si le titre ne se joue pas en novembre ou en décembre, ou même en octobre, parce qu'après le Classico, on a rapidement enterré le Real, mais c'est pas sur ça que ça se joue. Mais voilà, l'Atlético, il y a du bon, ça a connecté Julián Alvarez, Antoine Griezmann. Je pense que ça aussi, ça change beaucoup de choses. Et moi, Conor Gallagher, je l'ai adoré à Chelsea. Je Très trouve très que le fort. fit, il est parfait avec l'Atlético. Ah ouais. Et en fait, Vraiment. il a cette grinta, il a tu sais, cette capacité à se projeter, à faire la différence, à être un joueur un peu hybride. Et de toute façon, à Chelsea, c'était lui, avant de partir, qui était limite un des seuls à surnager dans le marasme blues qui s'est maintenant relancé avec Maresca. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, c'était un des seuls vraiment en plus à aimer, entre guillemets, Chelsea, qui avait cette grinta. Et d'ailleurs, c'était un transfert un peu surprise. Parce que tu le voyais pas partir de son cocon anglais, finalement il arrive en Espagne, et en général on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à s'adapter tout de suite au niveau espagnol, mais lui, il est rentré directement dans le moule, il a mis sur le banc quand même d'autres joueurs qui étaient de base dans la tête de Simeone comme beaucoup Ok, plus forts, comme Coquet par il a mis exemple, Coquet, hein. C'est légende du club. emblématique, hein. Et ouais, évidemment, même si Coquet commence à prendre de l'âge, c'est quand même pas rien de le mettre sur le banc. Et quand tu vois leur effectif, je prends la composition, notamment contre Séville, d'ailleurs un match qui était totalement fou dans le scénario, où ils étaient quand même menés à un moment donné, je crois que c'était 2-0 ou 3-1, je sais plus comment ils y perdaient, mais la remontée était quand même folle. Et quand tu vois que l'Atlético Madrid aujourd'hui joue avec un 4-4-2 un peu à plat, mais surtout qui savent avoir des joueurs qui sont, on va dire, spécialistes du dépassement de fonction. Il y a assez rare qu'en Liga, notamment,
on voit des équipes avec des joueurs aussi polyvalents. Quand je vois qu'ils ont par exemple un Marco Llorente qui peut jouer sur tout le côté droit, qui peut jouer à tous les postes, que tu as Gallagher qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, que tu as Antoine Griezmann aussi qui peut jouer soit milieu soit attaquant, quand tu as cette capacité à énormément bouger et qu'ils ont des petites pépites comme Giuliano Simeone par exemple, qui percent un petit peu à la surprise générale, et que tu vois qu'il arrive à transmettre Simeone cette grinta à tous les joueurs, au point de relancer des Clément Langlais, tu dis quand même, c'est impressionnant. En plus des petites pépites comme Pablo Barrios par exemple, qui émergent depuis maintenant quelques temps, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui peut aujourd'hui les arrêter? Parce que ça gagne à la 90e, ça fait des matchs nuls inespérés contre le Real à domicile au derby, donc tu vois, ça gratte quand même des points que avant ils perdaient. Et je me dis, cette grinta, pas qu'elle commence à nous inquiéter un peu quand même à force de les voir dans le rétroviseur, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que t'as l'impression que l'Atlético Madrid en ce moment sont un peu sur un nuage. Et attention. Ouais, après, comme je l'ai dit, ils ont joui d'un calendrier assez C'est vrai, avantageux c'est vrai. pour créer cette dynamique. Donc, je skip. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Je dirais le Barça déjà. Ah ouais, Parce ils que se mouillent si souvent l'Atlético contre de eux. Madrid ils battent le Barça, ils meurent, je pense. Parce que ça fait C'est très vrai. longtemps qu'ils ne les ont pas battus, ou du moins, enfin, sur les dernières confrontations, c'est clairement à l'avantage des Catalans. Et puis voilà, tu vas rentrer dans un calendrier peut-être un peu plus compliqué. Ils ont aussi physiquement, l'effectif est très profond de l'Atlético de Madrid, C'est vrai. mais tu perds quand même un peu en qualité en fonction des changements d'individualité sur le terrain. Donc je t'ai dit, moi c'est plus sur le long terme où ils ont une tête d'équipe aussi un peu lâchée. Ils sont à 1 ou 2 blessures près, je pense, de joueurs très importants, comme par exemple une blessure de Marcos Llorente leur ferait beaucoup beaucoup de mal. C'est vrai. Une blessure d'Antoine Griezmann ou de Julián Alvarez dans la dynamique actuelle aussi, là où le Real et le Barça jusqu'à présent ils ont montré que malgré les blessures, ils arrivaient à tenir un vrai rythme de croisière. Là, c'est un enchaînement de 10 matchs où l'Atlético, ils ont leur effectif au complet, un calendrier avantageux. C'est plutôt là, après, au retour de la trêve, janvier, février, qu'on verra en vue de préparer les barrages de Ligue des Champions, potentiel huitième de finale, l'enchaînement avec la Coupe du Roi, un calendrier un peu plus compliqué parce qu'on revient au calendrier du début de saison. Là, on aura un vrai indicateur de si l'Atlético est clairement un candidat au titre. Mais pour l'instant, comme l'a dit Kylian Mbappé, ils sont là. C'est vrai. Et c'est peut-être le plus important pour les cochoneros. Surtout que là, l'Atlético Madrid, ouais, quand je regarde le calendrier, donc déjà en Copa del Rey l'autre jour, ils ont un petit peu galéré quand même. Ils ont gagné sur la fin du match, c'était pas facile. Mais là, ils vont enchaîner quand même ce week-end un gros derby contre Retafe qui sera un petit peu un test pour voir si l'Atlético Madrid, contre les équipes un peu plus regroupées et hargneuses, ils peuvent sauter un peu le verrou, montrer un peu de créativité. Et qui prendra le plus de cartons jaunes. Et qui prendra le plus de cartons jaunes aussi. 2 catcheurs de chaque côté, ça risque d'être un peu chaud. Et comme tu l'as dit, pour moi, l'Atlético Madrid, en fait, pour vraiment voir si leur saison peut décoller à certains niveaux, c'est de voir s'ils sont capables de passer au-dessus du Barça. Parce que c'est vrai que eux, autant chez eux que là-bas, à chaque fois, bah là, on atteste les buts que Félix leur avait mis, Joao Félix leur avait mis l'an dernier. C'est à un moment donné, tu te dis, si l'Atlético Madrid veut prouver que c'est une belle équipe, il faut battre le Barça. Et si tu veux battre un Barça en plus en ce moment, qui a beaucoup d'espace, qui laisse beaucoup d'occasions à l'adversaire, en tout cas par rapport à une défense qui est moins sereine, piège du hors-jeu qui marche moins bien, c'est maintenant que jamais pour eux. Enfin, comme tu l'as dit, la Liga se joue pas en décembre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils doivent prouver avec du caractère qu'ils ne doivent pas perdre, en tout cas, contre le Barça. Derrière, en plus, ouais, ils enchaînent quand même des matchs comme Osasuna, donc pas facile. Il y a aussi Leverkusen en Ligue des Champions, Villarreal, qu'ils avaient tenu en échec en début de saison. Donc tu vois, mine de rien, même si je crois qu'en Ligue des Champions, ils sont 11e pour l'instant. Ils sont bien. Ils sont bien, mais en attendant, eux, ils sont quand même en ce moment sur... Est-ce qu'on va tenter le top 8 à fond? Ce qui est chose qui est totalement possible, parce que là, le top 8 n'est qu'à 1 point. Et après, derrière, il faut qu'on gère pour le match, enfin pour la Liga, parce qu'on n'est pas loin non plus. Donc c'est, tu vois, c'est à voir qui gérera le mieux son effectif entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid sur tous les tableaux. Mais pour l'instant, comme tu l'as dit, le Real et le Barça, avec les blessures, ont su quand même garder ce rythme de croisière. Est-ce que l'Atlético Madrid va tenir? Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je pense quand même que... en termes d'effectifs, ils sont pas si mal quand même, hein, parce que quand tu vois des Angel Correa ou Sorloth qui peuvent rentrer à la place de Griezmann, à la place de Alvarez qui sont en train de tout arranger, quand tu as des Axel Witsel, quand tu as encore des Azpilicueta, des Molina, des Riquelme, Robin Lenormand par exemple, je trouve quand même que défensivement comme offensivement, ils sont pas mal. C'est peut-être au milieu de terrain où ils pêchent un petit peu en termes de qualité de changement, quoi. Mais, et encore.
Non, ils sont deep, comme on dit en NBA. Ils sont très profonds. En termes d'effectifs, ouais, je t'ai dit, j'ai craint peut-être un peu les blessures avec l'enchaînement des Ouais, matchs de janvier-février. Je pense qu'il y a certaines blessures, comme je les ai citées précédemment, qui peuvent leur faire beaucoup de mal. Mis à part ça, défensivement, ils ont bien régénéré leur secteur. Ils ont beaucoup investi. Ah, on parle beaucoup du club du peuple, etc. Ouais, ils ont quand même mis une sacrée somme d'argent c'est sur la vrai. table cet été. Robin Lenormand, Julian Alvarez, qui est le transfert, je crois, le plus cher cet Il y a été. moyen que ce soit un des plus chers, ouais. En tout cas, il est top 3 des plus chers, quasiment pour Mm. sûr. Tu fais venir Conor Gallagher, etc. Enfin, voilà, ils ont bien, en fait, ils ont bien ciblé leurs besoins et pour l'instant, ils capitalisent vraiment bien. Mais je vous invite à vous remémorer vraiment le début de saison. Il y a moyen que ce genre de séquence se répète sur 4-5 matchs aussi à un moment donné dans l'exercice 24-25 de la Liga de cette année. Donc voilà, De toute je suis façon, pas dithyrambique au sujet de cette équipe. Là, ce qui est fort, c'est qu'offensivement, ça a cliqué et ça met des belles raclées. c'est Et vrai. ça, c'est un point à noter. Et presque plus important, et ce qui est assez étonnant, c'est que ce qui fait défaut à l'Atlético sur ces dernières années, c'est la défense. Si ils arrivent à retrouver cette assise défensive et à continuer là sur cette dynamique actuelle, d'être solide défensivement, de faire de Clément Langlais un joueur référence en Liga qui fait pas d'erreur et tout, ouais, voilà, ils vont peut-être être embêtants. Maintenant, je considère que sur ce qu'on a vu sur le début de saison du Barça d'Hansi Flick, c'est supérieur. Et ce qu'on a vu sur le début de saison de Carlo Ancelotti et du Real Madrid, c'est pas forcément meilleur, mais c'est le Real, donc c'est meilleur. Bah, Voilà, de toute c'est façon, un peu l'Atlético sympathique. Madrid, quand tu regardes leur calendrier, donc tout à l'heure, tu avais raison, hein, ils ont bien fait pas mal de victoires consécutives actuellement. En fait, ce qui a été le déclic un peu, c'est leur défaite, énorme défaite contre Lille en Ligue des Champions et la défaite un peu surprise contre le Betis, parce que ce match-là, je l'avais regardé, ils avaient pas mal dominé, ils avaient pris un but, mais ils n'avaient pas réussi après à renverser la situation et c'était un peu dommage pour eux, parce que pour le coup, ils jouaient vraiment bien ce match-là. Mais contre un Betis quand même courageux. Mais globalement, après derrière, ça a été un déclic. Ils ont tout enchaîné. Et je pense aussi au match qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain, qui était quand même assez compliqué de part et d'autre. Mais l'Atlético, qu'ils avaient quand même gagné sur ce but à la fin, le contre improbable, qui finit quand même au fond avec une erreur monstrueuse du Paris Saint-Germain. Et je me dis, en fait, c'est le genre de victoire en fait qu'ils n'avaient pas avant. L'Atlético Madrid, ou du moins pas ces dernières années, et qui a peut-être provoqué un changement, tu vois, avec des joueurs comme, tu vois, Sorloth, avant, il était titulaire indiscutable à la Sociedad, non, il jouait où, à Villarreal ou à Sociedad, je sais plus. Villarreal, Villarreal, il pardon. nous a mis un triplé, quadruplé, je C'est crois. ça, ouais, au Real, quadruplé, ouais. Donc tu vois, il joue à Villarreal, et donc tu vois, le gars, il était tout le temps titulaire. Là, il arrive dans un club comme l'Atlético Madrid, qui est le cran au-dessus, et il n'est pas forcément titulaire tout le temps. Donc il faut aussi que les joueurs comme ça apprennent à gérer ce nouveau statut de un coup remplaçant, un coup titulaire. Et en fait, ces joueurs-là, ils ont le couteau entre les dents avec des rentrées qui vont leur pousser à marquer, à profiter de la moindre minute de jeu qu'ils ont. Parce que là, ce qui est bien, c'est que pour l'Atlético Madrid, c'est que suivant l'adversaire, il a différents profils. Et en fait, moi, ce qui me marque aussi avec l'Atlético Madrid en ce moment, c'est que, à l'image du match contre Séville, c'est qu'ils savent autant souffrir avec une défense qui est solide que marquer sur très peu d'occasions. Et tu vois, Griezmann qui marque sur une balle, la balle elle rebondit, il te met une frappe en tombant, elle finit sous la barre. Tu vois, c'est ce genre d'inspiration qu'il n'avait pas avant. Avec un Griezmann qui maintenant, t'as l'impression qu'il est libéré depuis qu'il a stoppé l'équipe de France. Tu vois, c'est vraiment, il se passe des choses qui fait que les joueurs vont moins aussi se déplacer en sélection, pour certains vont être beaucoup plus frais et ça peut aussi jouer, tu vois. Et pour moi, l'Atlético Madrid a cette adaptation cette année qui leur faisait défaut avant, où tu les voyais que catcher, limite, sur le terrain et jouer un peu, j'allais dire, comment on appelle ça? Jouer un petit peu sur la dernière chance à chaque fois, jouer un petit peu à l'arraché, c'était le mot que je cherchais. Et là maintenant, ils paraissent plus posés. Même s'ils subissent souvent l'ouverture du score, ils sont plus calmes. Et globalement, ils arrivent à poser le jeu, à jouer soit en transition, soit de manière en tout cas organisée, et c'est intéressant. Et je trouve que la diversité des profils et les bons achats, comme tu l'as bien souligné, leur offrent quand même une sérénité qu'ils n'avaient pas avant. Et je trouve que, tu vois, l'Atlético, même si je suis persuadé qu'ils vont s'écrouler à un moment donné, parce que pour moi, ils sont très forts en soi, mais contre les faibles. À voir contre les forts maintenant ce qu'ils peuvent faire. Parce que même si on dit souvent que les ligas se gagnent sur les petits terrains, si tu tiens pas la dragée haute contre les équipes qui, elles, sont bonnes dans les deux cas, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, c'est leur adaptation qui, cette année, me fait penser qu'ils vont être un concurrent sérieux pendant un petit moment, quoi. Donc ça, c'est possible.
Franchement, ça c'est tout à fait possible. Et la Liga se gagne par cycle. Il faut au maximum enchaîner. En fait, les petits terrains, c'est bien. Mais en fait, ce qui est important, c'est lorsqu'on a c'est d'avoir plus de temps fort, de cycles positifs, vertueux que de cycles faibles. Pour moi, déjà, l'Atlético, le début de saison, ça leur met une belle balle dans le pied parce qu'ils vont en avoir d'autres, c'est sûr. Le Real a lâché des points, le Barça a lâché des points, donc on est sur une Liga qui va se jouer à pas grand-chose au final, parce que ça va être resserré quoi qu'il arrive, parce que ce Barça d'Hansi Flick, on va y venir, mais il est encore novice, donc forcément, avec beaucoup de jeunes joueurs, ils vont perdre des points. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti, adaptation de Kylian Mbappé, beaucoup de blessures et tout, donc ils vont continuer à perdre des points aussi, donc on va pas avoir une Liga de monstres où la question c'est oh, si vous perdez un match, c'est sûr que vous allez perdre le titre. Non, c'est plutôt comment vous allez réussir à capitaliser vos temps forts, votre régularité sur un enchaînement de matchs. Et ça, l'Atlético là a son momentum actuellement. Mais tu vois, j'ai peur presque que ça soit un peu trop tôt dans la saison. Là où le Real et là où le Barça aussi l'a eu en début de saison. Mais le Barça, je les vois plus le reproduire, ce même schéma sur la seconde partie de saison. Et le Real, on n'a pas encore eu ce gros momentum, même si ça commence à venir en Liga. Mais là, il y a eu la blessure, la défaite à l'Athletic Club San Mamés qui a un peu coupé l'herbe sous le pied de Carlo Ancelotti. Mais voilà, c'est momentum sur une saison, c'est ce qui va être déterminant. À voir si l'Atlético arrive à répéter ou à continuer là-dessus, j'ai un peu des doutes. Bah surtout que là, ce week-end, il y a quand même une belle journée de Liga, Barça, Leganés, Real, Rayo Vallecano, surtout à l'extérieur. Attention, ça peut être très très compliqué ce terrain-là. Et après, Atlético Madrid contre Retafe. Donc là, déjà ce week-end, on aura un élément quasiment de réponse parce que la semaine prochaine, après, Barça Atlético, Real Séville. Donc en fait, c'est 2 journées clés avant Noël. Et on sait très bien qu'en général, il y a des équipes qui, après Noël, elles ont un petit peu du mal à reprendre, surtout dès janvier, et que le temps que ça se remette, etc., avec un calendrier surchargé de part et d'autre, parce que les équipes vont quand même jouer, surtout pour le Real et le Barça, la Super Coupe d'Espagne en plus, t'as les tours de Copa del Rey, t'as voilà, la fin de la Ligue des Champions et tout, donc ça va vraiment enchaîner, mais là, à Noël, on aura déjà un sacré élément de réponse. Et franchement, le Real, il y a déjà un mois de ça, quand on était à 9 points, on priait pour qu'avant fin décembre, on soit devant le Barça, ou du moins qu'on revienne un maximum. Donc là, le Real a son destin entre ses mains, avec après le match en retard à jouer contre Valence début janvier. Et l'Atlético Madrid, je sais plus contre qui ils doivent faire leur match en retard. Je sais plus trop, je sais plus. Bon, je verrai ça plus tard. Je sais pas si c'est pas contre Villarreal. Non, non pas Villarreal, parce qu'ils ont joué début de saison contre eux. Je sais plus. De quoi? C'est quoi le match en retard de l'Atlético Madrid. Logiquement, ça va être contre... Je sais plus contre qui c'était. Majorque. Majorque, Non, je sais pas, peut-être. Faudra voir, mais en tout cas, les équipes aujourd'hui ont leur destin entre leurs mains pour rattraper le Barça ou les dépasser. Mais c'est vrai que là, les 2 prochaines semaines, pour moi, vont être hyper importantes. Et là, le Real, en tout cas, récupère ses blessés petit à petit. Alors, pas de bol, dès que t'en récupères 2, t'en as un qui se reblesse derrière. Donc, c'est un peu chiant. Et t'as pas l'impression que le Real, en fait, arrive à créer, tu sais, cette équipe, les automatismes au fur et à mesure, parce qu'il y en a toujours un qui se pète, l'autre qui repère le rythme, etc. Ça commence petit à petit pour certains à émerger, mais on espère que après ce rythme de blessure et les 2 matchs qui arrivent, avec la coupe intercontinentale et tout, que le Real aura ce rythme de croisière en janvier, quoi. On espère, on touche du bois, évidemment. Mais pour parler un petit peu du Barça d'Hansi Flick, comment toi tu les vois actuellement par rapport justement au fait que les équipes derrière commencent à les rattraper, qui semblaient partis sur un caviar de Liga, et qu'au final, en quelques semaines, tout s'est liquéfié, tu vois. Comment tu le vois, toi? Moi, je sais pas si tout s'est liquéfié, mais c'était sûr qu'un groupe aussi jeune allait à un moment donné rencontrer certains murs. La blessure de Lamine Yamal aussi leur a fait beaucoup de mal, parce que contrairement au Real Madrid, là, pour moi, le Barça, ils n'ont pas du tout un effectif profond. Donc, ils dépendent énormément de qui est sur le terrain. On a Rafinha XXL depuis le début de saison. Je pensais que ça allait flancher un peu plus tôt. Finalement, pour l'instant, il arrive à continuer sur ça. Et grand bien face aux Catalans. Mais je suis agréablement surpris parce que moi, c'est un joueur que je n'appréciais pas du tout. Mais là, je suis forcé de reconnaître que cette année, c'est quand même assez exceptionnel. Mais bref, Hansi Flick a vraiment réussi à adapter sa tactique. Il prend de gros risques avec son piège de hors-jeu. Mais au final, il joue avec les règles de la VAR. Et pour l'instant, c'est pertinent. Ces gros choix au milieu de terrain, Casado, faire confiance un peu plus à Fermin Lopez et tout le tralala, ça aussi c'est très pertinent. Mais au fur et à mesure de la saison, comme là sur le rush un peu du mois de novembre-décembre,
tous les matchs se sont vachement enchaînés. On a vu les lacunes physiques à certains moments, les petits pépins qui causent des problèmes. Lamine Yamal absent, un coup, Casado absent, un coup, blab. Et tout de suite, ça a un impact sur les résultats du club. C'est pour ça que sur le long terme, ça va être compliqué. Il y a une donnée à prendre en compte aussi, c'est que la Ligue des Champions est très importante pour le FC Barcelone cette année, financièrement, parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent au club. Je vous rappelle que le jour où ils perdent contre Osasuna, c'est parce qu'ils font tourner pour préparer le match face aux Young Boys de Berne. C'est vrai. Il faut se rendre compte de la connerie de base et surtout de la connerie, mais parce qu'ils perdent le premier match contre Monaco et qu'il y a Laporta qui leur met un petit coup de pression en disant non mais il faut pas faire les cons en Ligue des Champions, on a besoin de cet argent cruellement. Donc voilà, il y a cette donnée à prendre en compte. Le Barça va privilégier la Ligue des Champions cette année, il faut le savoir. Maintenant, moi tactiquement, j'ai été assez fasciné. J'aime beaucoup Hansi Flick. Je trouve que aussi c'est le bon compromis pour lui, c'est de faire avec beaucoup de jeunes. C'est plus facile d'imposer sa patte. Il retrouve Lewandowski, qui était un de ses leaders au Bayern aussi. Donc pour le connecter au jeu, qui était le gros problème du Barça de Xavi, c'était plus facile. Donc ça, c'est gros point positif. Puis de ce qu'il a fait de Rafinha, c'est extraordinaire. Voilà, je le dis, je l'ai dit un peu en préambule, mais c'est extraordinaire. Et puis piège du hors-jeu, je suis fasciné par la prise de risque. Mais sur la conclusion, c'est très très fort. Les gens se sont emballés beaucoup trop vite, mais je peux le comprendre. Parce que c'est beaucoup plus enthousiasmant que les hérissons de Xavi, on va pas se mentir. Mais attention, sur la continuité de la saison, on a vu ces temps faibles là, les temps faibles du Barça, ils risquent d'être très sévères cette année en cas de blessure, en cas d'enchaînement de matchs. C'est là où le Real Madrid a son épingle à jouer sur la régularité qui caractérise tant cette équipe de Carlo Ancelotti sur les dernières années. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. C'est vrai que le Barça, en fait, a eu un parti pris avec un bloc aujourd'hui qui est hyper haut, qui est agressif, qui sait jouer de manière verticale. Et alors, qu'avant, ça leur faisait beaucoup défaut, cette verticalité. Là, tu as Lamine Yamal qui est tellement facile. Moi, quand je le vois jouer, et encore hier contre Dortmund, le mec, il peut prendre la balle, il peut t'en dribbler 3-4, te faire une passe rentrante du gauche ou des extérieurs qui vont toujours trouver preneur sur Lewandowski, qui a beau vieillir, le mec, il te marque toujours autant de buts. Rafinha, le mec, il peut jouer autant à gauche comme en 10 et traverser tout le terrain et te faire des passes monumentales ou simplement finir. Tu vois, il a même ce rôle un peu hybride. Des fois, t'as l'impression qu'il est comme un neuf, etc. Enfin, tu vois, je trouve qu'Hansi Flick, il a trouvé cette façon de jouer avec, comme tu dis, des jeunes qui l'écoutent, des jeunes qui savent prendre des risques aussi. Et même si le piège du hors-jeu ne marche pas tout le temps et au fur et à mesure de la saison, les adversaires commencent petit à petit à s'adapter, certains plus que d'autres, parce qu'il y a quand même des joueurs plus ou moins intelligents dans leurs appels, mais globalement, tu vois quand même que le Barça, même s'il vacille, ils ne perdent pas. Hier contre Dortmund, ils avaient je sais pas combien d'occasions de se faire attraper à un 3-3 ou même de perdre 4-3. Au final, ils gagnent quand même 3-2. Et même quand c'est pas Lewandowski qui marque, c'est même Ferran Torres. Pour dire à quel point, tu vois. Parce qu'il y a un aspect qu'on sous-estime. Là, tactiquement, il y a une révolution avec Hansi Flick, très bien. Moi, je pense que l'aspect mental qu'apporte Hansi Flick, c'est un changement vis-à-vis de Xavi. Moi, il y a des moments la saison dernière, notamment la double confrontation face au Paris Saint-Germain, le body language de Xavi sur le banc de touche ou face au Real Madrid lors des Classicos, moi, il me transmet son anxiété. En fait. Ouais, sa nervosité, il me transmet son stress, il me transmet sa rage, mais d'un point de vue négatif. Et je pense que ça, là, Hansi Flick, la mentalité allemande, c'est la plus grosse différence au-delà des changements tactiques, c'est qu'il y a 1-0, 2-0, on est là pour tuer l'adversaire. On va leur mettre 5, 6, 7, je m'en fous, mais on va continuer à jouer exactement de la même manière que l'entame de match, que la manière dont on a abordé la rencontre. Et ce qui transmet aux joueurs cette mentalité allemande, ça ressemble tellement à son Bayern 2019-2020, qui était un rouleau compresseur complet. Les stats, de toute façon, les jauges de statistiques se rejoignent. Ils sont à 50 buts marqués au bout de 15 matchs de Liga. Enfin, c'est stratosphérique. Folie, mais parce que tu as cette mentalité de je veux annihiler l'adversaire. Et même si, en fait, c'est si j'en prends un, je t'en mettrai 4. Et ça, c'est un parti pris. C'est assumé. Donc pour le Barça, en termes de jeu et de spectacle, comme je l'ai dit, ça change radicalement avec Xavi, qui était plus pragmatique, qui est un entraîneur plus proche du Real Madrid que du FC Barcelone, sincèrement, dans sa manière de voir les choses. Sans vouloir faire offense aux supporters du FC Barcelone, mais franchement, le pragmatisme de Xavi, ça ressemble beaucoup à la mentalité réelle. Mais voilà, Hansi Flick, mentalement, il a changé la perspective de cette équipe. Tactiquement, il a révolutionné le jeu aussi.
concurrent très sérieux. Hein. Bien sûr, et puis il y a un truc qui m'a marqué hier, tu vois, c'est qu'au-delà du fait qu'ils marquent énormément de buts, que certes ils en prennent un peu plus que nous, mais globalement, tant qu'ils en marquent beaucoup plus, bah eux, ils s'en foutent de prendre des buts, c'est pas grave. Mais le fait que ils arrivent, tu vois, hier, c'était quoi, la 65e minute, un truc comme ça, il a fait 3 changements. Il a sorti Dani Olmo, il a sorti Rafinha, et il a même sorti Lewandowski. Et tu vois, là, t'as Hansi Flick quand même qui est conscient que le Barça, hier, il gagnait pas en plus au moment des changements. Il gagnait pas. Il s'est dit, allez, là, on a quand même fait le taf. Le match nul, à l'extérieur, ça nous convient, parce que le Barça est quand même dans le top 8 de manière, on va dire, là, je pense qu'avec leur victoire encore plus, c'est quasi conforté et quasi consolidé. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, eux, ils ont une profondeur quand même intéressante, et au-delà de ça, il fait les changements. Là où Ancelotti, il n'en fait pas, il attend qu'il y ait des blessures pour en faire, c'est un peu dommage. Et je trouve que tu vois, la gestion de l'effectif aussi de Hansi Flick, elle est intéressante. Et ce que tu dis, c'est que c'est super intéressant. C'est qu'en fait, il conforte tout le monde, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, en disant vous avez un rôle à jouer. Et justement, si en plus vous faites rentrer et que vous me faites gagner, mais c'est vous qui avez tout gagné dans cette histoire. Et là, au Real, t'as l'impression que, bah, à force de faire rentrer les mêmes, et surtout de faire jouer les mêmes que 10 minutes, bah tu vois, il leur donne pas cette confiance. Et moi j'ai peur, c'est ma seule peur sur la saison. Parce que je sais que le Real, quand ils arriveront à un niveau physique suffisant, qui aujourd'hui est totalement aux fraises, le Real Madrid, tu as fini les matchs en tirant la langue et tout, et c'est rare qu'on les voit comme ça. Mais le Real, par rapport au Barça, j'ai juste peur que l'effectif soit un peu à court au bout d'un moment, et que, question de confiance et de mentalité, on soit un petit peu loin du Barça, qui sont beaucoup plus solides à ce niveau-là. Mais comme tu l'as dit, le Barça a perdu des points avec un trou d'air en étant en sur-régime par rapport au début de saison, à voir si ça se repasse dans l'année, mais là on va avoir une sacrée bataille, parce que là j'ai fait les calculs, le Real peut maximum avoir 102 points cette saison, et le Barça pour l'instant 101 je crois. Donc on arrive quand même à un moment donné où la bataille, je pense qu'elle se jouera sur 90 points, je pense. Mais vraiment, si t'as minimum 90 points, c'est ce qu'il faut pour gagner la Liga, je pense, hein, cette année. Hein. Tu sais que je suis pas sûr. Je pense que les 3 équipes dont on est en train de discuter dans cette vidéo vont perdre beaucoup de points cette année en Liga. Parce que je trouve que le fait que il y ait plus de matchs, que le calendrier soit rallongé, le Real Madrid va disputer 70 rencontres. Hein, il y a des rotations, ouais. Donc forcément, ça va avoir un impact. Je pense qu'on l'a dit, l'Atlético, ça va perdre des matchs. Le FC Barcelone aussi, avec un effectif aussi jeune, il y a des moments où ça va perdre des matchs. Ouais. En fait, c'est justement mon point de vue. Je pense que cette Liga va être resserrée et qu'on a un trio de tête qui se dégage. Donc il y aura quand même un écart, parce qu'au final, en fait, derrière, les équipes sont assez faibles cette année, je trouve. Mais je les vois pas les 3, je les vois bien lâcher des points quoi, tout au long de la saison. Donc on est une Liga qui joue plus aux alentours entre 79 et 85 points. Ah, 85 points, c'est pas déconnant. Hein. Ouais, je suis pas sur en fait, je pense pas que le Real et le Barça et potentiellement l'Atlético vont rouler sur la Liga sur la deuxième partie de saison. Je vois pas du tout ce scénario-là. De toute façon, tu me diras, le Barça de Xavi, tu vois, 2022-2023, 88 points, tu vois, c'est un peu l'antichambre. Je les vois même en dessous de ça. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, je pense sincèrement que cette Liga va être plus compliqué pour les 3 monstres, en fait, sur la régularité, et que ça va être, encore une fois, qui va avoir la meilleure dynamique sur la deuxième partie de saison. Ah mais en vrai je pense que t'as raison, parce que tu vois je suis en train de checker, c'est vrai que, excusez-moi, j'avais pas checké toutes les stats comme il faut, c'est vrai que là je suis en train de redescendre jusqu'à 2020-2019, finalement les champions souvent c'est 85, 87, tu vois c'est pas si élevé que je pensais, tu vois, donc finalement t'as peut-être raison sur le fait que, et ils sont le deuxième à 80, 75, donc tu vois je pense que tu as raison, et qu'avec le calendrier surchargé et les choix à faire aussi dans les compétitions, il y aura clairement des points perdus. Mais après, ce sera maintenant à l'équipe qui aura peut-être le plus de ressources, l'équipe qui aura cette capacité aussi à adapter son football. Parce que pour l'instant, le Real est un peu à l'arraché. L'Atlético, a pêché en début de saison pour trouver son style avec ses nouveaux joueurs. Le Barça a un style, mais qui n'est pas sans risque et qui, comme tu le dis, avec des rotations, des blessures, peut être en danger. Donc attention. Mais globalement... là, tu vois, ça ferait. Enfin, en fait, franchement, c'est trop dur de faire maintenant un pronostic sur qui on voit champion, même si nous, forcément, dans le cœur, on veut que ce soit le Real. Mais c'est dur. Franchement, c'est très difficile cette année de choisir. Ouais, après, je pense, moi, que le Real va être champion. Sincèrement, c'est pas. Alors, on rigolait avec ça. Je suis avec Guillaume, Journal du Real, pour ceux qui connaissent. On était donc en déplacement en Italie pour voir le match
À l'Atalanta, on était accrédité, on a profité pour voir San Siro, on en rigolait, mais même Guillaume voit aussi le Real Madrid s'imposer en Liga. Moi, en rigolant, j'ai dit que je voyais bien Kylian Mbappé finir malgré tout à 30 buts en Liga. Ça, c'est optimisme, Victor Brochet. Ah ouais. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. On verra d'ailleurs aujourd'hui la gravité de la blessure aussi qu'il a subie. Je crois que c'est pas grand-chose. Mais ça peut peut-être un peu enquiquiner le Real sur les 2 prochains matchs. La Coupe intercontinentale sera peut-être préservée, on verra. Mais moi, Kylian Mbappé, ça va passer en fait la deuxième partie de saison s'il y a une montée en puissance du Real et qu'il y a le parcours en Ligue des Champions qui va avec. Je pense pas que le FC Barcelone pourra tenir le rythme. Je pense que Arda Güler et Hendrik ne seront pas prêtés, etc. Et qu'au fur et à mesure, dans tous les cas de la seconde partie de saison, on aura besoin de tout le monde. C'est assez intéressant. On en avait déjà parlé, mais l'aspect des rotations de Carlo Ancelotti, ça va être très important. Mais si la locomotive en fait Real Madrid est lancée, il n'y a personne qui tiendra la route. Bah quand tu vois Brahim, Jude Bellingham, tout ça qui sont en train de monter extrêmement puissant, surtout Jude. C'est ça. Mais si par contre on a une course serrée, où la locomotive Real Madrid n'atteint pas son allure que j'imagine, et que le FC Barcelone, eux, continuent à la même allure, là, on va se retrouver dans une guerre de tranchées qui va jouer à pas grand-chose, et potentiellement, je mets un peu l'Atlético en dessous, je pense que vous l'aurez compris. J'attends l'Atlético, j'ai pas assez d'indicateurs au vert pour définitivement la mettre dans cette course au titre, dans cette course au titre. Je dirais que c'est l'outsider quand les 2 grands champions s'affrontent. Voilà, si vous regardez l'UFC ou autre, vous avez le main event et vous avez ce mec-là qui est, au cas où une des 2 équipes se blesse, il le remplace, quoi. Voilà, en vrai, c'est bien résumé. Non, franchement, c'est pas mal. C'est bien résumé. J'aime bien l'image. Donc, du coup, on aurait selon toi l'Atlético 3e. Et après, du coup, le Real et le Barça qui, avec leurs moyens, forcément, et suivant leur gestion du calendrier de l'effectif, pourraient se livrer une belle bataille, quoi. Mais en vrai, Kylian Mbappé à 30 buts, bon, imaginons qu'il se blesse là pour les 2 semaines à venir. Ça lui laisserait 20 matchs pour le faire, pour marquer à peu près 20 buts. Un but par match. En vrai, ça se fait, hein. Ça se fait si. Parce que moi, franchement, on n'a pas assez parlé. Bon, j'en ai parlé dans mon débrief, mais c'est vrai que Kylian Mbappé fait partie aussi des raisons d'y croire pour le Real, parce que on en parle souvent que le Barça était en sur-régime machin, mais le Real, dans cette histoire, les individualités sont pas en sur-régime, sont loin. Ils sont sous-régime. C'est en sous-régime, et pourtant ça performe. Jude Bellingham, en fait, ça jouait juste sur un repositionnement tactique, parce que Jude Bellingham, sauf pour les footix qui regardent que les statistiques et les buts et les passes D, il faisait des matchs exceptionnels dans tous les cas. Et là, en étant repositionné, avec des efforts beaucoup plus gérés, le mec en ce moment, il est sur l'eau. Il te fait des appels, il te fait des buts, des passes D, des machins. Mais ça, c'est le bonus par rapport à un repositionnement tactique. Et quand tu vois qu'à côté, t'as Brahim, qui assure l'intérim de Rodrigo, que t'as Arda Güler qui est capable, encore une fois, de rentrer et de marquer des buts sur un seul tir. Que Kylian, ce qu'on a vu contre l'Atalanta, pendant une demi-heure, et je l'ai dit pour la première fois, je l'ai applaudi. Des gestes, des appels, même un repli défensif, des combinaisons et tout, et une finition au top, même s'il a raté un face-à-face à côté. Mais globalement, le Real, sans vitesse de croisière, avec un Vinicius blessé et à 30%, laisse tomber. Enfin, pour moi, le Real, franchement, a des motifs d'espoir. A des vrais motifs d'espoir. Mais après, derrière, ouais, faut voir l'effectif. Je sais pas si on a fait le tour. Là, on a parlé du Barça, on a parlé du Real rapidement, on a parlé d'Atlético Madrid. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme petit mot de la fin, à part simplement, les amis, bah écoutez, mettez-nous tous vos pronostics dans les commentaires. On va faire un petit jeu. Mettez-nous en commentaire l'ordre du classement selon vous et le nombre de points que vous visez pour chaque équipe. Comme ça, on verra en fin de saison. Je referai un tour dans les commentaires pour voir qui a le plus raison. Et ce sera plutôt pas mal. Est-ce que tu as éventuellement une petite dernière parole sur cette course au titre, mon petit Victor? Non, je vous dis, allez, la hot takes. Et pas grave si on m'attrape par le callback. Mais ouais, Kylian Mbappé, 30 buts et qui, entre guillemets, offre le titre au Real Madrid, même si j'estime que Jude Bellingham et Vinicius, si ça clique entre les 3, attention, c'est ce qui va faire la diff. Mais voilà, je mets Kylian Mbappé 30 buts parce que c'est un peu prendre à contre-pied la dynamique actuelle. Mais voilà, Vini et Bellingham seront déterminants, tout aussi importants, si ce n'est même, sachant qu'en Ligue des Champions aussi, ils ont un rôle à jouer, évidemment. Voilà, Kylian Mbappé, 30 buts, Real Madrid champion. Ok, c'est parfait. Et bah écoutez les amis, je pourrais pas dire mieux.
Je pourrais pas dire mieux. Moi, j'irai pas jusqu'à prendre cette hot take de 30 buts pour Kylian. Je pense que Vinicius sera encore peut-être le meilleur buteur du Real avec, enfin pas Jude, hein, mais je pense que Vinicius cette année reprendra ce titre de meilleur buteur du Real. Je pense au moins en Liga. Après en Ligue des Champions, pas sûr. À voir. Ça dépendra comment ça se passe. Parce que je vois bien Kylian faire une remontada en Ligue des Champions. Parce que lui, c'est quand même une compétition qu'il adore. Vinicius aussi, évidemment. C'est le meilleur joueur en Ligue des Champions depuis 4 ans. Mais à voir. Je pense pas que l'un ou l'autre sera, tu vois, délesté par rapport à l'autre. Il y aura vraiment une belle course. Mais globalement, on peut être fier de ce que fait pour l'instant le Real. Une belle attitude qui nous permet de croire à la Liga. Le destin est entre nos mains, comme on dit. Même si j'espère qu'en Ligue des Champions, on saura se montrer au niveau en temps normal. Et j'en doute pas. Parce qu'on va sûrement passer par les 16e de finale. Ça, c'est sûr. Le top 8, je crois qu'on a plus que... Je crois que j'avais vu les stats. C'était même pas 10% de chance d'y aller, je crois. Vu les résultats. 15%, donc ça va être très compliqué à voir. Après, rien n'est impossible pour le Real Madrid. En tout cas, merci à toi Victor d'avoir été là. Un plaisir de t'entendre avec des analyses en tout cas pertinentes. Donc merci à toi. Merci à toi de l'invitation. C'est très sympa et j'apprécie de pouvoir parler un peu plus globalement, sortir un peu du carcan Real Madrid. Ouais, c'est ce que je voulais faire aussi. C'est ce que je voulais faire aussi, de parler un petit peu Atlético, parler un peu le Barça, tu vois, et simplement d'échanger, tu vois, avec un autre passionné comme moi du foot espagnol. Et j'espère en tout cas que les amis, ça vous a plu, ce petit échange. En tout cas, Victor et aussi globalement le journal du Real reviendront sur la chaîne assez rapidement pour d'autres sujets. Surtout, je pense, avec le gros calendrier de janvier qui nous attend, je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Et donc, je vous laisserai nous donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous. Il y a le lien notamment de la chaîne YouTube Journal du Real en commentaire et aussi en description. Donc n'hésitez pas à les voir parce qu'ils font du travail monumental et franchement ils méritent plus de visibilité, ça c'est sûr. Et bah écoutez, abonnez-vous, likez, le petit commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.